L'ultime recours, la radio Europe 1 fut la première à balancer la terrible nouvelle, dans ses brèves de 18h30. D'une voix rapide et saccadée, la présentatrice avait ouvert son bulletin par l'information choc du jour: Coralie Janezay, patronne de La Gazette, victime d'un attentat dans son bureau, agressée par une femme de race noire. Elle est depuis quelques minutes, en salle d'opération, à l'hôpital Cochin. La journaliste rappela que Coralie Janezay avait été rédactrice en chef à France Inter, avant de se lancer dans la presse écrite, en fondant La Gazette après mai 68. Les souhaits de prompt rétablissement qu'elle formula pour Coralie, dans sa chute, étaient d'une confraternité sans équivoque. Jusqu'à ces moments précis, Mademba était à 1000 lieues de savoir ce qu'avait bien pu faire Adriana, dans cet étouffant après-midi. En revenant à la rue Bonnier, il avait, comme à son habitude, fait un crochet à la Maison d'Afrique, aux alentours de 17h, le temps de se replonger dans l'ambiance jovialement estudiantine et surtout africaine de la résidence qui reprenait vie et couleur après les vacances. Une manière de se ressourcer, de se ressentir soi, dans le dévorant cœur de la France. Emporté par le feu des discussions, il ne sentit pas le temps passer. Il se ravisa, voyant sa montre afficher 19h. Le temps filait toujours trop vite quand il était avec ses amis. Il se leva pour descendre à la cabine téléphonique du rez-de-chaussée, appeler Adriana, lui dire qu'il était juste à côté et qu'il n'allait pas tarder à rentrer. Le téléphone sonna longuement dans le vide. Il raccrocha et se précipita dans le boulevard Jourdan, sans remonter dire au revoir à ses amis. Il craignait le pire. Quand il mit la radio, il en eut la certitude. La note d'Adriana trouvée sur la table de chevet de la chambre à coucher ne laissa planer pas l'ombre d'un doute. Sa compagne avait franchi le Rubicon. Le ciel lui tombait sur la tête. Adriana avait commis l'irréparable, ou n'était pas loin de l'avoir fait car, aux dernières nouvelles, Coralie devait être entre la vie et la mort. Il ne croyait plus qu'à un miracle, pour que la vie de la patronne de La Gazette fût sauve, et qu'Adriana échappât à la condamnation à mort. Il ne connaissait personne à Paris, absolument personne qui pouvait lui venir en aide. Le seul être influent qu'il aurait pu, dans toute la France, était cette dame qui luttait contre la mort, atteinte par la balle vengeresse de sa dulcinée. Sa directrice de thèse appartenait à un tout autre monde, celui des intellectuels dont la force des théories et discours n'avait d'impact que sur ceux qui voulaient bien lire leurs écrits scientifiques ou les écouter dans les amphithéâtres et autres lieux de conférences aseptisés. Ailleurs, dans les contradictions du monde réel, ils étaient comme l'albatros de Baudelaire, ce prince des nuées que ses ailes de géant empêchent de marcher. Ses amis parisiens de tous les jours étaient des étrangers sur la terre de France, des sortes de réfugiés intellectuels et économiques, sous la menace quotidienne de rapatriement ou d'expulsion à la moindre incartade sociale ou politique. Rien n'avait fondamentalement changé pour eux. En ces circonstances, ils avaient tous intérêt à se tenir à carreau, ceux de Belleville comme d'ailleurs. Mademba comprit qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, appeler Martial Gosnave, le père d'Adriana, pour l'informer de la situation et s'accorder avec lui sur la démarche à suivre. Il fut fort gêné à l'entame de cette conversation à distance, car jamais auparavant il n'avait eu à se parler. Certes, les appels longue distance coûtaient excessivement cher. Mais, en tant que futur beau-fils, l'obligation lui revenait de faire le premier pas, ainsi qu'édicté par les traditions africaines, mais aussi martiniquaises, guère différentes à cet égard. Martial le mit d'emblée à l'aise, heureux d'avoir au bout du fil celui dont sa fille adorée, follement amoureuse, lui avait vanté les qualités. Alors, beau, comment ça va à Paris? Il paraît que le froid menace déjà. Ma fille m'a beaucoup parlé de toi durant son court séjour à Fort-de-France, et en bien. J'ai hâte de faire ta connaissance. Quelles sont les nouvelles? L'interrogea Martial. Elles ne sont pas bonnes du tout, beau papa, répondit Mademba, la gorge nouée par l'angoisse. Il reprit rapidement ses esprits et lui campa la situation, sur la base des seules informations dont il disposait, à l'instant même, le coup de folie d'Adriana,
les raisons profondes qui l'avaient poussé à faire ce geste, et surtout son arrestation et son emprisonnement en attendant son jugement. Calmement, Martial lui donna 2 directives. Il devait, sans tarder, joindre Tania de Vargas, une avocate franco-colombienne qui avait, maintes fois, gagné le genre de procès en perspective. Il lui fallait également faire jouer le téléphone afro-antillais, pour que la pression noire fût maximale, avant et pendant le procès. Martial l'avait rassuré pour le reste. Il se chargerait, à Fort-de-France, de faire démonter, point par point, cet odieux article qui le présentait comme le parrain de la mafia portuaire martiniquaise et l'accusait d'utiliser sa fille à de coupables œuvres sur le sol métropolitain. Cela devrait être bien utile à la plaidoirie de Tania de Vargas qu'il allait commettre pour la défense d'Adriana. Dans l'attente de son jugement, Adriana Gosnave comptait impatiemment les jours à Fleury, Mérogis. Ses amis du monde de la mode qui, jusqu'à ces derniers jours, lui prédisaient le plus bel avenir, lui avaient rapidement tourné le dos. Mais elle tenait bon, quotidiennement soutenue à bras le cœur par Mademba, réconfortée par ses vrais amis et toute la diaspora noire parisienne qui, dans cette scabreuse affaire, savait à quoi s'en tenir. L'opération subie par Coralie s'était déroulée avec succès, après 2 longues heures sur le billard, entre les mains de chirurgiens experts. Fort heureusement pour elle, aucun organe vital n'avait été touché. Une semaine plus tard, elle avait quitté l'hôpital Cochin pour un séjour de convalescence à Alizay, au jour heureux.